Donc la deuxième intervention est présentée par Kathleen Santisteban de Iron Mountain. Merci. Bonjour à tous. Alors, je travaille chez Iron Mountain depuis 3 ans. Donc, je suis DPO Iron Mountain France, mais également consultante en gouvernance de l'information. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Iron Mountain, c'est un tiers archiveur, c'est-à-dire qu'on stocke les archives de nos clients et on peut les accompagner donc, sur la partie physique jusqu'à la dématérialisation avec l'implémentation de leurs documents dans une GED, par exemple. Le service dans lequel je travaille, donc c'est la gouvernance de l'information, c'est-à-dire qu'on intervient chez les clients pour les aider à gérer leurs archives, alors d'un point de vue légal et réglementaire, sur les durées de conservation notamment. Moi, j'interviens principalement sur des missions de mise en conformité RGPD, puisque dans les archives, il y a beaucoup de données personnelles, comme on le sait, et c'est à ce titre-là, du coup, que je suis là aujourd'hui pour parler avec vous dans quelle mesure les données personnelles de nos clients, mais également de l'entreprise, peuvent être exposées au regard de la sécurité et dans quelle mesure on pourrait ne pas être conforme au RGPD. Donc on va d'abord parler d'informatique. On va d'abord faire un petit récap sur le RGPD, puisque tout le monde parle du RGPD, mais finalement, ça reste très très flou pour tout le monde. Pourtant, aujourd'hui, le RGPD a 5 ans, mais la CNIL 45 ans. Donc, on va regarder une petite vidéo ensemble sur toute l'historique de la CNIL. Une vidéo qui a été faite par la CNIL avec des archives de l'INA, et vous verrez, elle est très très bien faite et elle expliquera beaucoup mieux que moi, de manière plus brève, tout l'historique de la CNIL. Ensuite, on rebalayera les obligations du RGPD, donc en tant que responsable de traitement, mais aussi en tant que sous-traitant. Les risques encourus, je vous donnerai des astuces de bonnes pratiques avec des exemples concrets, et s'il reste du temps, un petit temps d'échange, questions-réponses. Alors, on va commencer avec la vidéo. Je suis, vous êtes, nous sommes tous quelque part dans un fichier, et même dans plusieurs fichiers. Tout commence en 1974. Un certain projet Safari jette l'émoi dans les milieux politiques d'abord, dans le public ensuite. Un émoi bien compréhensible si l'on sait que derrière l'exotisme du mot se cache, en fait, un système automatisé pour les fichiers administratifs et répertoires des individus. La caractéristique d'un fichier, c'est donc de stocker énormément d'informations, mais surtout que ces informations, on puisse aller les rechercher très rapidement. Celui qui peut consulter cette fiche a du coup un énorme pouvoir sur vous. C'est contre cela que la Commission informatique et liberté a été constituée. Elle aura l'énorme travail de défendre le citoyen contre les aspects négatifs de l'utilisation de l'ordinateur. La Commission nationale de l'informatique et des libertés est à la fois un organe de contrôle, de proposition et d'information. Elle devra surveiller l'évolution de l'informatique et formuler toute proposition qu'elle jugera utile. Cet organisme a pour mission de nous protéger contre une utilisation abusive des fichiers informatiques, une sorte de bouclier contre Big Brother. J'ai bien le droit de me promener dans la rue, dans les magasins, dans les banques, sans qu'on enregistre mes images, qu'on les surveille, qu'on en fasse le Dieu sait quoi. Ce qui est dingue aussi, c'est que ça finit par être carrément banalisé, quoi. De son côté, la Commission nationale de l'informatique et des libertés s'interroge. Un maire peut-il mettre en place ce dispositif? Dans la rue, sur Internet, au travail, au téléphone, la technologie fait intrusion dans nos vies. On peut tout connaître de nos déplacements, de nos penchants, pour notre sécurité, nous dit-on. Un jour, on aura peut-être des puces et on saura exactement qui on est, où on va, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a mangé, où est-ce qu'on a été. Sur Internet, c'est pourtant le cas depuis longtemps. On est pisté par les cookies publicitaires que nous collectionnons, ces petits fichiers témoins de connexion. Alors bien sûr, on peut les bloquer, mais 1, ce n'est pas toujours efficace, 2, on ne le sait pas forcément. La Commission informatique et liberté a fait un sondage. Résultat, les consommateurs n'ont pas conscience de livrer leur vie privée aux opérateurs. Depuis jeudi, si vous n'êtes pas satisfait de votre réputation sur Internet, si des informations sont inexactes ou peuvent vous nuire, vous pouvez les faire supprimer. C'est ce qu'on appelle le droit à l'oubli numérique.
Et des milliers de personnes ont déjà entamé cette démarche. Vous avez sans doute ces derniers jours reçu des mails vous demandant si vous souhaitez sécuriser vos données. Il s'agit du RGPD qui entre en vigueur aujourd'hui. Le Règlement général de la protection des données demande aux entreprises de se montrer plus responsables vis-à-vis des usagers. Les données, elles transitent ou elles sont stockées sur des réseaux informatiques. Elles sont omniprésentes dans nos vies. Mais ce développement ne va pas sans problème. De nombreux scandales de piratage ont émaillé ces dernières années, qui pourraient entraîner à l'avenir des amendes colossales pour les opérateurs. Avec le RGPD, un des grands changements, c'est qu'on passe sur des montants de sanctions qui sont potentiellement beaucoup plus élevés. Donc c'est des sanctions qui sont réellement dissuasives. Google et Amazon, condamnés à des amendes records par le régulateur de l'Internet français. Pour avoir collecté les données personnelles des utilisateurs sans leur consentement, ils vont devoir verser respectivement 100 millions d'euros et 35 millions d'euros d'amende. Face au développement de dispositifs technologiques toujours plus innovants, la CNIL, gendarme des données personnelles, alerte sur le risque pour la protection de la vie privée. Avec la crise sanitaire, 5 millions de personnes ont adopté le télétravail. Mais votre supérieur peut-il être tenté de vérifier votre productivité à la maison? Et pour cela, a-t-il les moyens de surveiller votre vie privée? Oui, sous certaines conditions, répond la CNIL, le gendarme du net. Big Brother ne vous lâche plus. Dans la rue, dans les aéroports et même parfois, lorsque vous regardez votre smartphone, la reconnaissance faciale est partout. Elle permet de vous identifier sans papier d'identité. Forcément, l'idée d'être reconnu partout inquiète, pose des questions de respect de la vie privée. Faut-il avoir peur de la reconnaissance faciale? Très clairement, aujourd'hui, il y a un décalage entre des textes qui ont parfois plus de 20 ans et des innovations technologiques. On ne peut pas imaginer être suivi, écouté, reconnu dès qu'on fait un pas dans la rue. Donc il faut qu'il y ait un débat au niveau national pour savoir qu'est-ce qu'on accepte au nom de la sécurité des personnes. L'ordinateur sera ce que l'homme en fera. C'est l'homme qui décidera de l'utilisation de la machine. Alors ça, c'est pas un problème pour l'ingénieur, c'est un problème, disons, peut-être pour le législateur ou pour les hommes qui ont pour mission de mettre en place les butées nécessaires à la protection de notre existence. Car il n'y a que l'homme pour protéger l'homme de la machine. Voilà, donc le RGPD est vraiment là pour nous protéger tous les citoyens européens. On l'a bien vu, les données sont partout, il y a un risque pour la vie privée, on voit bien qu'on a des données un petit peu partout qui transitent un petit peu partout. La reconnaissance faciale et l'intelligence artificielle, c'est bien une réalité, hein, on n'est pas dans un film. En Chine, on a ce qui existe, le crédit social, où ils regroupent toutes les données personnelles des citoyens pour leur attribuer une note sociale. Cette note, elle va regrouper, on sait que telle personne consomme dans tel magasin, vote pour tel parti politique, n'a pas payé ses impôts en temps et en heure. Tout ce regroupement-là de données va lui attribuer une note sociale. Et demain, cette personne, elle peut aller à la banque et on va lui dire, ben non, on ne va pas vous attribuer votre prêt parce que vous n'avez pas une bonne note sociale, vous n'êtes pas un bon citoyen. Voilà, ça aujourd'hui, c'est une réalité. La CNIL en est consciente et c'est pour ça qu'on l'encadre au niveau européen. Ce n'est pas le cas dans le monde entier. Alors il y a d'autres RGPD un petit peu partout. C'est en train de se développer parce qu'on a vraiment conscience de cet impact sur la vie privée. Néanmoins, comme on l'a vu, la plupart des utilisateurs d'Internet aujourd'hui ne sont pas conscients de vraiment livrer leur vie privée sur les réseaux, automatiquement, on accepte les cookies, on ne sait pas vraiment ce qu'on accepte en réalité. On a juste envie de passer à la page suivante, on ne regarde pas. Et ça, c'est bien un problème aujourd'hui. Donc sur les obligations en termes de conformité RGPD, on a évidemment l'aspect légal. Faut savoir que le RGPD, c'est une loi qui est européenne, qui encadre toutes les entreprises et associations en Europe. Tout le monde est concerné, quelle que soit la taille, quelle que soit l'activité. Aujourd'hui, la seule chose que la CNIL requiert, c'est un DPO obligatoire pour les structures publiques. Ce n'est pas le cas dans le privé, il n'y a pas d'obligation. Néanmoins, ça reste une forte recommandation
puisque tout le monde est concerné et personne n'échappe à la loi. Nul n'est censé ignorer la loi. Et mine de rien, le travail de DPO ou de conformité RGPD, c'est un travail à temps plein, qui ne peut pas être réalisé d'ailleurs que par le DPO. Il doit être assisté d'une équipe de conformité, donc c'est-à-dire qu'en général, elle est pilotée par le DPO, mais il est assisté par la personne en charge de l'informatique dans la société. Alors tout dépend de la structure, évidemment, de l'entreprise. Souvent, il y a un juriste dans cette équipe de conformité, mais il peut aussi y avoir le marketing et les ressources humaines, puisque les ressources humaines, c'est un service dans toutes les entreprises qui collectent énormément de données personnelles. Ça, c'est pour la partie conformité interne à l'entreprise. Ensuite, ce que la CNIL exige en termes de respect légal, il y a un certain nombre de livrables à réaliser. La première chose, c'est le registre de traitement en tant que responsable de traitement. Donc le responsable de traitement, c'est la plupart du temps le mandataire légal de la société. Alors donc le PDG ou autre, ou le responsable de l'association. Ce n'est pas le DPO, le responsable de traitement. Le DPO, il est vraiment juste là pour encadrer la conformité RGPD. Si demain la CNIL tape à la porte de l'entreprise, c'est le mandataire social qui devra référer de sa conformité RGPD. Donc le registre de traitement en tant que responsable de traitement, en fait, c'est un livrable qui permet de décrire toutes les collectes de données qu'on réalise au sein de notre activité interne, vraiment dans l'entreprise. On explique pour quelles raisons on collecte des données personnelles, comment on les sécurise, combien de temps on les conserve et si on les détruit ou non. On voit vraiment la donnée de bout en bout. Ça, c'est pour le registre de traitement en tant que responsable de traitement. Si on est prestataire de service, on est aussi amené à traiter des données pour nos clients. Donc là, on est sous-traitant au regard du RGPD et il faut tenir un registre de traitement en tant que sous-traitant. C'est probablement votre cas dans vos activités. La plupart du temps, on est prestataire. C'est le cas chez Iron Mountain. Nous, on est prestataire pour nos clients et donc on a ce registre de traitement en tant que sous-traitant. Donc là, on va expliquer... Alors, on ne collecte pas pour nos clients. Nous, on va les sécuriser ou les traiter. Ce qui veut dire que le client, lui, reste bien responsable de traitement. Néanmoins, nous, on a un devoir de sécurisation ou de non-transfert de ces données. On doit vraiment gérer ces données personnelles comme lui, il le ferait, en fait. Mais on doit l'encadrer, cette sous-traitance. Donc ça, c'est un délivrable indispensable. Ensuite, on a un troisième livrable que la CNIL exige, c'est le registre de violation de données. En cas de violation de données, on doit absolument l'inscrire dans un registre, notifier à quel moment on a une violation ou une potentielle violation de données, si oui ou non on l'a déclaré à la CNIL, parce qu'on n'est pas obligé de déclarer toutes les violations de données à la CNIL, ça dépend de l'analyse du risque. Quelles sont les mesures qu'on a mises en œuvre, et tout ça dans une démarche d'amélioration continue. Donc ça, c'est les trois choses que la CNIL exige quand elle se présente dans une entreprise. Pour ça, évidemment, il faut maîtriser tous les processus de l'entreprise et avoir une vision globale de l'entreprise et de tous les process dans lesquels on va être amené à collecter des données personnelles ou à en traiter pour nos clients. Ensuite, évidemment, il y a la sécurisation des données. Donc là, on procède avec une analyse de risque, on le verra ensuite sur les bonnes pratiques. La première chose, c'est de cartographier tous les endroits dans notre entreprise où on va trouver des données personnelles. C'est très important parce que si on ne les cartographie pas, on ne les maîtrise pas. Donc il est important de savoir que j'ai les données personnelles de mes collaborateurs sur un système, par exemple, mais que potentiellement ce système-là communique avec un autre système et ainsi de suite. Ce qui fait que, et on y viendra après, aux droits des personnes, vous l'avez vu tout à l'heure dans la vidéo, tout le monde a le droit de demander qu'on efface ces données personnelles ou juste de les consulter ou les modifier ou même le droit à la portabilité. Mais pour ça, si on n'a pas cartographié nos données personnelles dans l'entreprise, on n'est pas capable de répondre à ce droit des personnes. C'est pour ça que c'est important de faire cette cartographie. Sur les entreprises également qui sont certifiées ISO 27001, la cartographie des données, elle est indispensable. C'est un délivrable indispensable de la norme ISO 27001.
Ensuite, on le verra par la suite sur les bonnes pratiques, la sensibilisation des collaborateurs. Aujourd'hui, en entreprise, on peut déployer tout ce qu'on veut en termes de sécurisation, en termes de livrables RGPD. Si on ne sensibilise pas et si on n'implique pas les collaborateurs, on ne sera jamais conforme au RGPD. Puisque chaque collaborateur, aujourd'hui, a des activités au sein de l'entreprise dans lesquelles il va être amené à collecter ou à traiter des données personnelles. Et s'il n'est pas sensibilisé à cette législation, on ne sera pas entièrement conforme. On en a parlé tout à l'heure, les sous-traitants. La plupart des entreprises aujourd'hui ont des sous-traitants et on est responsable de la conformité de nos sous-traitants au regard du RGPD, comme on l'est au regard de plein d'autres lois aujourd'hui en France. On est responsable de nos sous-traitants. Si on passe par un sous-traitant qui n'est pas en règle avec la loi, c'est nous qui aurons des problèmes également, pas que le sous-traitant, il ne faut pas l'oublier. Et sur le droit des personnes, donc il faut formaliser les procédures, évidemment, pour respecter le droit des personnes. C'est pareil, c'est sous forme de livrable. Si j'ai une demande d'accès à des données, il faut que je l'ai enregistré quelque part dans un livrable et que je puisse prouver, si la personne décide de porter plainte auprès de la CNIL, que je puisse prouver que moi, j'ai bien respecté son droit d'accès à ces données personnelles. Et le consentement, les cookies. Les cookies, c'est un consentement. Voilà, on demande le consentement de collecter des données personnelles. Voilà pour les principales obligations, les grands axes de la conformité. Donc tous les ans, la CNIL publie son rapport annuel. Il est sorti il y a quelques semaines. Donc en 2022, on a 21 sanctions pour un montant de plus de 101 millions d'euros. Quand même. Un tiers des sanctions concernaient la sécurité des données personnelles. Voilà, donc ensuite, vous l'avez vu, c'est une loi qui est européenne, donc soit c'est traité par la CNIL, soit c'est traité par la Commission européenne à la protection des données, donc il peut y avoir des sanctions qui viennent des deux. Donc évidemment, pour une entreprise, le premier risque, il est pécunier, hein, puisque les amendes peuvent aller jusqu'à 4% du chiffre d'affaires mondial, mais c'est l'entité française qui paye, hein, donc là, on a un petit problème dans la balance, si c'est le cas. Et évidemment, l'image de l'entreprise, qui forcément prend un coup, puisque la CNIL publie toutes ces amendes de manière publique sur le site de la CNIL et sur Légifrance. C'est typiquement le genre de publicité qu'on n'aime pas, même si on aime la publicité gratuite. On n'aime pas que nos clients sachent qu'on n'a pas forcément respecté la loi et que potentiellement on a divulgué toutes ces données personnelles. Alors, sur la chaîne répressive de la CNIL, comment ça fonctionne? La première chose, c'est un signalement. Donc, typiquement, une plainte, un usager pour lequel on n'a pas respecté le délai légal de demande d'accès à ces données, par exemple. Donc, c'est 1 mois. Hein, on a 1 mois pour répondre à une demande d'accès de données personnelles. Bon, typiquement, là, on ne répond pas, le client, c'est très facile, hein, sur le site de la CNIL, il porte plainte. Donc là, qu'est-ce qui se passe? La CNIL se saisit du dossier et vient faire un contrôle. Alors aujourd'hui, la CNIL, ils ne sont pas énormément, il n'y a pas beaucoup de personnel, donc la première chose qu'ils font, ils vont sur le site internet. Donc là, typiquement, site internet, si vous avez la politique des cookies qui n'est pas à jour, déjà, c'est foutu. Et aujourd'hui, alors je n'ai pas les chiffres, mais il y a énormément de sites internet qui ne sont pas du tout à jour sur les cookies, puisque ça a changé en mars dernier. Aujourd'hui, ce qu'on demande, c'est que sur un même niveau, on puisse accepter ou refuser les cookies. Le bouton doit être identique, de la même taille. On voit que sur la plupart des sites, ce n'est pas du tout le cas. C'est soit vert, soit rouge. La plupart du temps, j'ai paramétré, je ne sais pas quoi, il faut aller bidouiller. Enfin, donc aujourd'hui, rien que ça, les cookies, on n'est pas bon du tout. Et on le verra tout à l'heure dans les amendes, le consentement, c'est aussi une des principales causes de sanctions de la CNIL. Donc ensuite, on a la suite du contrôle. Donc, après avoir fait le site internet, bon, parfois ça s'arrête là, hein, mais aussi ils viennent sur place. Alors tout dépend, encore une fois, du type de données qu'on va avoir dans l'entreprise. Hein. Ça peut être que du numérique, et dans ce cas-là, ils vont se débrouiller à distance, mais en général, ils viennent quand même dans les locaux, ils nous demandent les livrables indispensables. Sur la suite du contrôle, soit ils clôturent, soit ils mettent en place
des mesures de remédiation, il repasse quelques mois après, il voit si la mise en demeure a été réalisée, et ensuite la sanction, donc avec les publications publiques ou non, mais la plupart du temps c'est quand même public, et puis l'amende pécuniaire ou non. Alors, sur les bonnes pratiques, évidemment, on a la sécurisation, comme je disais tout à l'heure. Donc là, une fois qu'on a fait... Donc, sur l'article 32 du RGPD, on voit que le responsable de traitement et le sous-traitant doivent mettre en place toutes les mesures techniques et organisationnelles pour garantir un niveau de sécurité adapté au risque. C'est-à-dire que là, on va faire une approche par le risque. Donc, on va prendre les données personnelles qu'on a en entreprise, on a notre registre de traitement, on voit les traitements de données qu'on a fait, et là, on se pose les bonnes questions. Quel serait l'impact sur la vie privée de la personne s'il y avait une violation de données ou une perte de données? Par rapport à ça, on va mettre en place les mesures qui sont adéquates. Donc typiquement, alors sans parler de données, là on va juste parler de sécurité. Je travaille dans une entreprise où on a du travail en hauteur. Quel est le risque pour mon salarié sur le travail en hauteur? Ça va être la chute. La chute, est-ce qu'elle peut être mortelle? Oui. Donc qu'est-ce que je vais mettre en place pour amoindrir ce risque-là? Eh bien, je vais mettre en place des EPI, mais aussi des EPC, enfin, des équipements de protection collectif. Voilà, donc je vais mettre des rambardes, je vais mettre un petit harnais qui va bien, voilà. Et là, je vais amoindrir le risque. Eh bien, on va faire exactement la même chose avec l'encadrement des données personnelles. Je collecte des données personnelles pour une carte de fidélité pour Carrefour. Bon, si je perds les données personnelles, mon client, potentiellement, ok, c'est gênant, hein, ça reste des données personnelles, mais il n'a plus accès à sa carte de fidélité. Par contre, je suis un hôpital. Je me fais pirater. J'ai plus accès aux documents et aux dossiers des patients. J'ai un patient là qui doit se faire opérer en urgence et j'ai plus du tout son dossier. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc il faut vraiment évaluer ce risque-là, mettre en face les bonnes pratiques qui vont avec. Donc, typiquement, un hôpital, il devra déployer tout ce qu'il peut pour sécuriser ses données, et on le voit bien aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup d'hôpitaux qui sont victimes de piratage avec des demandes de rançon, et c'est un gros problème aujourd'hui. Sur la sécurisation, il ne faut pas oublier, on parle beaucoup d'informatique, mais il n'y a pas que les données en informatique, et c'est d'ailleurs, tout à l'heure, on parlait de pratiques hybrides. Les hôpitaux qui avaient commencé à faire des démarches entièrement dématérialisées avec le dossier du patient, aujourd'hui, ils repassent en hybride avec le dossier papier, parce que là, ils le voient bien, ils sont piratés, ils n'ont plus du tout accès à leurs données. S'ils étaient en 100% dématérialisés, c'est une réalité aujourd'hui, le dossier des patients, ils ne l'ont plus. Donc c'est pour ça qu'ils continuent à faire, mine de rien, de l'hybride. Et donc, sur la sécurisation, il ne faut pas oublier la sécurisation physique. Ranger les dossiers des patients sous clé, dans des salles qui ne peuvent pas être inondées, voilà, sur des étagères. Voilà. Donc ça, il ne faut pas oublier ça aussi sur la sécurisation. Il n'y a pas que le numérique. D'ailleurs, la plupart du temps, les données personnelles se trouvent d'abord sur du papier avant d'être en numérique. Alors maintenant, on commence à avoir des documents natifs numériques, mais sur plein de structures, on reste encore très papier. Voilà pour la sécurisation. Ensuite, la sensibilisation des collaborateurs. Donc j'en ai parlé tout à l'heure. Vous pouvez mettre en place tout ce que vous voulez en termes de sécurité. Si les collaborateurs ne sont pas impliqués dans la mise en conformité RGPD de votre entreprise, ça reste votre plus grosse faille de sécurité. Aujourd'hui, on estime qu'un tiers des fuites ou violations de données sont dues par une erreur humaine en interne. Un exemple, une grosse entreprise qui sécurise tout, qui pense à tout. Au moment tous les mois, il faut que la personne en charge des salaires dépose sur le site de la banque le fichier avec les salaires. Donc tout est sécurisé, tout est encadré. C'est une plateforme de la banque avec un accès unique à la personne en charge des salaires.
Elle doit déposer un fichier chiffré sur la plateforme. Mais aujourd'hui, la plateforme ne fonctionne pas. Bah ouais, mais il faut déposer les salaires, alors qu'est-ce qu'on fait? Sauf que la personne n'avait pas sensibilisé au RGPD, elle n'a pas compris les risques qui pouvaient exister. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle décide d'envoyer par mail le fichier, sans le chiffrer, à la banque. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Elle peut se tromper de destinataire, par exemple. Et donc envoyer l'intégralité des données personnelles de l'entreprise à une personne qui n'est absolument pas concernée, qui n'est pas censée avoir accès à ces données-là. Voilà, donc encore une fois, si on ne sensibilise pas les collaborateurs à tous ces risques-là de fuite et de violation de données, on n'arrivera jamais à un niveau de sécurité convenable en termes de conformité RGPD. D'ailleurs, les informaticiens, ils le disent souvent, le bug en informatique, il est entre la chaise et le clavier. C'est la même chose sur la sécurité des données personnelles. Voilà. Donc pour limiter le risque, on fait des sessions annuelles en visio ou en présentiel de sensibilisation. On peut faire aussi des e-learning, des communications en interne. Il y a des entreprises qui poussent le vice encore un peu plus loin et qui font des simulations d'attaques par mail. Cela dit, c'est assez probant, parce qu'on se rend compte que malgré tout ça, on a encore des soucis. Mais aussi, il y a un des grands principes du RGPD qui est le Privacy by Design. Donc tu m'as perturbée. Le Privacy by Design, c'est penser au cycle de vie de la donnée personnelle avant même de commencer à la collecter. C'est la même chose qu'en informatique, le Security by Design. Donc, avant même de commencer un projet de collecte de données, on pense à tout le cycle de vie de la donnée. Donc, pour quelles raisons je vais collecter cette donnée personnelle, comment je vais la sécuriser, combien de temps je vais la conserver, c'est ce que je disais tout à l'heure. Mais ça, on le met vraiment avant de mettre en place cette collecte de données au sein de l'entreprise. On pense à tout ça avant même de le faire. Et ça, sans la sensibilisation des collaborateurs, c'est impossible. Puisque dans la plupart des entreprises, un pilote de processus, il va mettre en place un nouveau processus et il ne va pas en parler, tout simplement. Et là, le DPO, il va découvrir 6 mois plus tard que un tel, en fait, il collecte les données de géolocalisation de tel service et je ne le savais même pas. Sauf qu'il y a des choses à faire avec ces données-là, il y a des choses à déclarer dans le registre de traitement. Et donc, si les collaborateurs ne sont pas impliqués dans cette démarche, et si le DPO n'a pas cette vision globale de l'entreprise et cette communication claire avec tous les pilotes de processus, il aura forcément aussi des failles dans ces registres de traitement et dans toute la sécurisation. Et c'est pareil pour le RSSI. S'il ne le sait pas qu'il y a une nouvelle collecte de données, comment il va être sûr qu'elle est bien encadrée et bien sécurisée? C'est pour ça qu'il faut vraiment mettre en place cette sensibilisation des collaborateurs. Et enfin, la dernière bonne pratique, c'est l'encadrement et l'évaluation des sous-traitants. Donc là, c'est l'article 28 du RGPD, c'est pareil, c'est une obligation légale. On doit encadrer de manière juridique et contractuelle nos sous-traitants. Donc sous-traitants au regard du RGPD, c'est-à-dire ceux qui vont avoir accès aux données personnelles que nous, on a collectées pour notre propre compte. Donc un exemple concret, chez Iron Mountain, nous, on conserve les cartons de nos clients. Notre sous-traitant, ça va être le transporteur. Lui, il va avoir accès aux cartons avec des données personnelles des clients. Potentiellement, s'il ouvre le carton, il a accès aux données personnelles de nos clients. Donc, c'est quelque chose qu'on doit encadrer de manière juridique avec ce sous-traitant, mais on doit aussi vérifier sa conformité de manière annuelle au RGPD. C'est un gros risque, le sous-traitant. Demain, moi, si j'ai un transporteur qui me prend des cartons d'un client et qui ne ferme pas son camion et qui traverse tout Paris et qui me sème des cartons un peu partout avec des dossiers médicaux, j'ai un gros problème. J'ai un très, très gros problème. Parce que c'est moi qui reste responsable de traitement. Et c'est moi que le client va appeler en me disant « Mais Kathleen, mais qu'est-ce qui se passe là? J'ai tous mes dossiers médicaux qui sont dans la rue. » Et je ne peux pas lui dire « Bah non, mais c'est pas moi, c'est le transporteur. » Bah non, ça ne marche pas comme ça. C'est à moi
de surveiller que le transporteur il ne fasse pas n'importe quoi. Donc c'est pas parce qu'on va confier quelque chose, une tâche à un sachant technique, par exemple à celui qui va nous faire notre site internet, je peux pas lui dire bah oui mais la politique de cookies elle est pas à jour. Oui mais c'est pas son problème en fait. Enfin ça l'est, mais au regard d'Iron Mountain, moi c'est à moi de lui dire mais non tu dois te mettre en conformité, moi j'en ai besoin parce que si la CNIL débarque c'est mon responsable de traitement qui va avoir des problèmes. C'est pas le sous-traitant. Donc c'est vraiment très très important. Et sur les sous-traitants au regard du RGPD, on a une autre obligation, c'est d'informer nos clients de tous les sous-traitants qui interviennent dans le traitement des données personnelles. Donc on doit déjà leur expliquer l'existence des sous-traitants, mais on doit aussi les informer en cas de changement de sous-traitant. Et le client peut s'opposer au changement de sous-traitant. Et sur les exemples concrets, là j'arrive à la fin, donc je vous ai mis des petits exemples des dernières amendes qui sont tombées au niveau de la CNIL. On voit qu'il n'y a pas que les GAFAM qui sont concernés par la CNIL. On a des médecins libéraux qui ont une amende de 3 000 et 6 000 euros respectivement parce qu'ils n'avaient pas sécurisé leur réseau Wi-Fi. Et ils ont eu une violation de données qu'ils n'ont pas déclarée. Il faut savoir qu'on a 72 heures pour déclarer une violation de données à la CNIL. Bon là, en l'occurrence, un médecin, il doit le déclarer à la CNIL. Quand il a une violation de données, on est sur des données médicales, donc sensibles. Donc là, c'est très très grave. Accor, le groupe hôtelier, 600 000 euros d'amende pour du démarchage commercial et des mots de passe peu robustes. Donc là, on est sur la sécurisation et le consentement. TikTok, 5 millions d'euros pour les cookies. Voilà, puisqu'on ne pouvait pas les refuser et la finalité du traitement n'était pas clairement définie. Et Infogreffe, 250 000 euros sur les durées de conservation et la sécurité des données personnelles. Voilà, donc on voit bien que tout le monde est vraiment concerné par le RGPD. Est-ce que vous avez des questions? J'arrive. Merci pour la présentation. Est-ce que lorsqu'il y a une fuite de données, est-ce qu'il y a l'obligation des entreprises là où ils ont subi une fuite de données là j'ai compris qu'il faut passer par la CNIL, est-ce qu'ils ont l'obligation de passer par les premiers concernés, c'est les personnes? Il faut avertir les clients, oui, tout de suite. D'accord. Alors, une fuite de données quand vous êtes prestataire, par exemple là, vous avez cité le cas d'une banque, vous avez cité le cas d'autres... Oui. Alors après, sur le site de la CNIL, ils expliquent la démarche à suivre en cas de fuite ou violation de données. Donc c'est une analyse de risque. Il faut déjà identifier combien de personnes sont concernées par la fuite de données, s'il peut y avoir un impact sur leur vie privée. Comme je disais tout à l'heure, si par exemple c'est des numéros de cartes de fidélité Carrefour, bon, voilà. Mais des données sensibles ou médicales, voilà. Là, c'est très grave et il faut vraiment, déjà, en premier lieu, avertir la personne concernée par la fuite de données et ensuite, en fonction de l'évaluation de risque, le déclarer à la CNIL. Et là, on n'a que 72 heures pour le déclarer à la CNIL. Si on ne le fait pas dans les 72 heures, il faut expliquer à la CNIL pourquoi on ne l'a pas fait dans ce délai-là. Il faut savoir que la plupart du temps, quand on ne respecte pas ces délais-là, ça enclenche derrière un contrôle de la CNIL. Et en tant que prestataire de service, nous, quand on est sous-traitant et qu'on a une violation de données ou une potentielle violation de données, on a un devoir d'accompagnement de notre client, qui lui est responsable de traitement, sur cette violation de données. Comme je disais tout à l'heure, j'ai un carton, mon chauffeur il a perdu un carton, je dois tout de suite prévenir mon client et lui dire que je vais l'assister dans ses démarches de violation de données. Mais je ne suis pas responsable de traitement. Ce n'est pas à moi de faire la déclaration à la CNIL, c'est à mon client s'il décide de le faire ou non. Et la CNIL, est-ce qu'ils ont quand il y a ce genre de fuite de données qui pourrait être assez grave, est-ce que la CNIL possède des experts qui interviennent au sein des entreprises concernées afin de remédier au plus vite problème parce qu'ils n'arrivent pas à faire, par exemple, n'arrivent pas à agir?
Alors ça, c'est une bonne question. Je ne sais pas du tout. Honnêtement, je pense qu'ils ont des experts pour un peu tout, mais je ne sais pas s'ils interviennent pour limiter la fuite. Je ne sais pas. D'autres questions? Eh ben, vous allez le temps de prendre un petit café, le temps que notre troisième présentateur s'installe. Merci.